Martine Biron, Michel Sauger, Michel David, bonsoir. 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 C'est un peu un piège pour un politicien que de se faire poser la question « Allez-vous mettre de l'argent public, puis là on ajoute des contribuables, évidemment, dans un projet pour des milliardaires propriétaires d'équipes sportives? » On a déjà joué dans ce film-là. M. Parizeau avait refusé, le contexte était différent, mais d'aider les Nordiques à l'époque. À Québec, on a fait le stade Martine, pas l'aréna Vidéotron, là, pour une équipe... Oui, l'amphithéâtre. Et là, un stade de baseball. Alors, M. Legault qui ouvre la porte, je vous fais entendre M. Legault qui dit oui, on pourrait peut-être, et l'opposition, puis on vient en parler, on a le temps. Si demain matin, il y avait une équipe de baseball au Québec, il y aurait des joueurs qui paieraient des impôts au Québec. Des impôts qu'on n'aurait pas si on n'avait pas d'équipe de baseball. Donc, si on prend une partie de ces revenus d'impôts-là, puis qu'on les donne à une entreprise qui nous amène cette entreprise-là, tout le monde est gagnant. C'est dans ce sens-là qu'on a une ouverture auprès du projet. Lorsque vous regardez les priorités budgétaires puis ce que l'on demande au gouvernement où investir son argent, je pense qu'il y a des priorités qui doivent passer avant celle-là. Dans une situation où les finances publiques sont aussi serrées, s'il faut mettre de l'argent en sport et loisirs au Québec, il faut le mettre pour encourager les petits gars et les petites filles à pouvoir pratiquer le sport qui les passionne. Il n'y a rien que je souhaiterais plus que le retour des expos, mais je ne me vois pas regarder dans les yeux des familles qui cherchent une garderie depuis 2 ans en leur disant, bien moi j'ai décidé de prendre cet argent-là, puis plutôt que de le donner pour vous faire une place en garderie, je vais le mettre dans un stade de baseball. Je suis pas capable, je suis désolé. Le projet dont il est question, c'est au bassin Peel. C'est piloté par M. Bronfman, son entreprise. Il y a M. Bouchard de Couche-Tard, il y a M. Crétier Garda, pardon, M. Garber aussi. Alors donc, des gens qui ont pas mal d'argent, mais la somme est tellement considérable, Martine, qu'on a besoin, dit-on, de l'aide de l'État pour payer le stade. Alors? Oui, c'est assez difficile de voir quel est le gain politique pour M. Legault à ouvrir là-dessus, là, au sortir d'1 an de pandémie et à 2 jours du dépôt d'un budget déficitaire. C'est pas un projet qui est neuf, c'est un projet qui date un peu et que M. Legault a vu là, au début du mandat, au moment où on nageait dans les surplus. Il y a des sondages, d'ailleurs, qui avaient été publiés là-dessus. Le dernier, le Léger, en 2019, disait que les gens étaient ouverts à l'idée d'avoir un stade, mais qu'ils n'étaient pas ouverts du tout à l'idée qu'il y ait des fonds publics qui contribuent. Quand M. Legault dit les joueurs vont venir rester ici, ce que je comprends, c'est que ce serait une équipe à garde partagée entre Tampa et Montréal. Peut-être que les joueurs préféreraient les palmiers de Tampa et ne vivraient pas nécessairement à Montréal. Alors, c'est un pari risqué qui va demander énormément de pédagogie, là, surtout que, écoutez, on a vécu là, aussi le projet ici à Québec, là, où on n'a jamais vu un seul joueur de hockey venir s'installer ici. Oui. Michel C. Je ne veux pas corriger Martine, mais les joueurs des 2 équipes payent leurs impôts au Québec pour chaque match qu'ils jouent à Montréal. Alors, et à l'époque, quand M. Bouchard s'était fait proposer ça par Bernard Landry, c'était d'ailleurs une suggestion de notre collègue Martin Leclerc qui avait vendu ça à Landry en disant « Mettez dans un fonds en fiducie les impôts des joueurs qui vont venir jouer à Montréal, puis dans 20 ans, il sera payé le stade. » Ça se peut que ça marche. Il faudrait refaire les calculs avec une demi-saison, ça je suis pas sûr, mais dont je suis très certain, par exemple, c'est que les salaires n'ont pas baissé dans le sport professionnel. Et un match de baseball, c'est 50 multimillionnaires qui payent des impôts au Québec cette journée-là. Donc, est-ce que vous pensez, Michel, que M. Legault a des arguments pour convaincre la population que ce ne serait pas une folie de mettre de l'argent public dans une aventure comme ça? Je pense que le comptable agréé en lui doit avoir des chiffres devant lui. On verra. Puis si les chiffres ne sont pas là, tout le monde va s'en rendre compte s'il y a la moindre transparence. Okay. Mais ça se peut que l'opération soit effectivement rentable. OK. Michel David. Moi, je pense que c'est le pire timing pour M. Bronfman pour arriver avec cette demande-là. Je comprends que le projet est ancien, mais la conjoncture est nouvelle. Et s'il y avait un sondage, je vous dis tout de suite quelle serait la question que les partis d'opposition suggéreraient.
Voulez-vous que le gouvernement mette de l'argent dans un stade ou dans les CHSLD? Il est clair qu'actuellement, là, c'est très, très difficile à défendre comme investissement. Et je suis convaincu que, je ne doute pas que Michel, qui comme moi est un amateur de baseball, veuille absolument qu'on retrouve notre club. Mais c'est vrai que les joueurs vont payer, disons, la moitié de leurs impôts au Québec, mais le stade, lui, il va être vide la moitié du temps. Alors, ça aussi, je pense que ça peut devenir un problème. Et Michel, vous qui aimez le baseball, cette idée d'équipe à temps partagé, là, est-ce que... Et si on fait les séries, on les fait où? On les fait à temps partagé? Ce bout-là, je suis pas sûr, bien franchement. Mais il se peut fort bien que ce soit une façon, tout simplement, de sortir l'équipe de Tampa Bay qui a un bail pour encore une histoire comme 12 ans, je sais pas trop, là, et que ça soit une façon de les faire sortir de là. Je crois que c'est ça, parce que... Et je suis pas sûr que tout ce que je vous dis sur les impôts des joueurs est rentable à 40 matchs par saison. Quand les calculs avaient été faits, c'était sur une base de 81 matchs, qui était une saison normale. Ouais. Alors, mais si M. Legault a les chiffres, il peut les montrer, peut-être ça convaincra déjà. Mais vous dites, puis Martine, je suis fini à ce sujet-là avec vous, ce que Michel dit, c'est que si M. Legault peut faire la démonstration que collectivement, on va faire de l'argent avec ça, là, il pourrait peut-être avoir un feu, en tout cas moins rouge, mais plus vert. Oui, bien, il va falloir qu'il démontre clairement, parce qu'il y a quand même d'autres priorités là, présentement. Comme le disait Michel, un des deux Michel, écoutez, les infrastructures sont dans un tel état au Québec, on s'en va en déficit. Est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent? La question va se poser. Puis le parallèle va se faire aussi avec Québec. Là. Construisez le stade et l'équipe viendra. À Québec, ça marche pas, fonctionner. par exemple. Faut que ça soit en même temps. Bien, ça prend des garanties solides. Là. Ben oui. Oui, parce que l'équipe de hockey, on rappelle, pour les gens qui suivent moins ça, on l'attend encore à Québec, là. Puis on va l'attendre encore longtemps, j'ai l'impression. Puis l'argent a été mis public dans ce magnifique convoi, le centre Vidéotron, qui est très beau, mais l'équipe se fait attendre. OK, sujet triste, puis on en parle depuis des semaines et des semaines. Je le disais en tout début d'émission, en début de pandémie, M. Legault avait, lors de ses conférences de presse, avait dit, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Dans ce cas-là, faites de la délation. Si vous avez un voisin où vous entendez des choses anormales, si vous savez qu'un oncle ou quelqu'un de votre famille est violent envers sa femme, dites-le, appelez la police, n'hésitez pas. Bien, les craintes étaient justifiées. 7e féminicide au Québec. Cette dame de 29 ans est morte à LaSalle aujourd'hui. Je vous fais entendre Mme Anglade, M. Legault, ça rebondit à l'Assemblée nationale. Il est 14h38 présentement. Bien, à 14h27, tantôt, là, on vient d'annoncer un 7e féminicide. Ma question pour le premier ministre, c'est quelles sont les actions que nous allons prendre pour régler et enrayer cette situation? Il ne faut pas faire ce que vient de faire la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, oui, le gouvernement a une responsabilité, mais c'est toute la société, incluant l'opposition officielle, qui doit y travailler ensemble, pas en faire un enjeu partisan. Bon, c'est pas avec cet échange-là qu'on a beaucoup avancé, mais Michel David, il y a des publicités qu'on a vues, j'en parlais en début d'émission également, contre la violence faite aux femmes. Il y a un financement accru des maisons qui hébergent des femmes. Mais on a l'impression qu'il faudra d'autres choses dans un plan peut-être encore plus agressif. Oui, puis je pense qu'il va falloir qu'il y ait une rééducation fondamentale. Ça commence par l'école et on ne pourra pas extirper ça là, du jour au lendemain, malheureusement. Et là, la pandémie, tout le monde le constate, ça a aggravé la situation. Le confinement qui disons, exacerbe les humeurs et même on peut prévoir, enfin plusieurs spécialistes prévoient qu'avec le déconfinement, il y a beaucoup de gens, de conjointes surtout, qui retardent le moment d'annoncer à leur conjoint qu'elles veulent se séparer parce que c'est pas évident de refaire sa vie là, comme ça en pandémie. Mais au moment où vont dire il va y avoir malheureusement encore des réflexes de violence. Et alors, la belle rééducation dont je parle, là, ça va prendre du temps alors que le problème il est immédiat. Les gouvernements,
ils peuvent pas changer les mentalités du jour au lendemain. Ils vont mettre plus d'argent dans les organismes qui combattent la violence conjugale. Mais... Ils vont essayer de mieux financer les maisons d'hébergement. Mais le problème de fond, M. Legault, là-dessus, je ne peux pas lui donner tort. C'est un problème de société. Oui, évidemment. Mais Michel C., est-ce que la justice, on avait évoqué, puis il y a un groupe qui se penche là-dessus, par exemple des bracelets pour certains hommes violents pour les tenir à distance. Est-ce qu'il n'y a pas une série de mesures dans la filière justice qu'on pourrait étudier peut-être plus rapidement? Oui, certainement, mais la justice s'implique à partir du moment où il y a eu acte violent. Des fois, il y a des gens, il y a des cas qui sont arrivés cette année. Puis n'oublions pas, là, d'habitude, dans une année normale au Québec, il y a 12 féminicides. Là, on est rendu à 7, puis maintenant, c'est pas fini. Il y a des cas actuellement où il n'y avait pas beaucoup de signes précurseurs. Donc, oui, il faut que la justice s'en occupe. Il faut que, par exemple, les gens qui sont arrêtés pour des crimes envers des femmes doivent, par exemple, se présenter à un agent de probation ou à un poste de police, quelque chose comme ça, pendant les procédures, etc. On peut faire des choses comme ça. Mais ça ne règle pas tout le problème. Le problème, c'est que une femme, surtout si elle a des enfants, est confinée. Elle ne peut pas chercher un appartement, elle ne peut pas visiter des appartements pendant le confinement. Là. Et elle est poignée là, littéralement. Et ça, c'est un des pires effets secondaires de cette pandémie. Est-ce que vous en souvenez, Martine, quand M. Legault avait parlé de ça en début de crise, là, appeler la police, puis n'hésitez pas, on sentait chez les autorités publiques, là, pas juste chez M. Legault, une crainte réelle. Bien, malheureusement, ça s'est produit. C'est un problème complexe qui est dans les mains, en fait, d'un ministre qui a peu de moyens. La ministre qui est responsable de la condition féminine, elle a un tout petit budget et elle est un peu une quêteuse là, qui va d'un ministère à l'autre pour demander des moyens et un peu plus. Par exemple, vous parliez des bracelets électroniques. Ça relève de la sécurité publique. Alors, c'est à elle d'aller cogner à la porte, à la sécurité publique. Elle tente de manger à tous les râteliers. Quand on parle des maisons, par exemple, pour femmes battues, alors là, on est dans les organismes communautaires. Là, ça relève de la santé, ça peut relever de l'éducation, ça peut relever des services sociaux. Quand on parle des tribunaux pour spécialisés, là, on est à la justice. On parle d'accompagnement, d'aide psychologique, d'aide pour les hommes, les agresseurs. C'est un problème extrêmement complexe qui n'est pas global. On n'a pas une approche unique. Ça prendrait, en fait, une volonté politique, c'est-à-dire que le premier ministre devrait dire au Conseil des ministres, écoutez, c'est notre priorité et vous allez donner un peu plus que quelques millions que vous grappillez ici et là pour essayer de régler le problème. Et là, on fonce et on fait quelque chose. Et ça devient difficile dans les mains d'Isabelle Charest qui plaide, me dit-on, la situation. Bon, on va suivre ça. Budget, 19 avril, du côté fédéral. Et là, Louis Blouin, c'est intéressant ce qu'il nous a présenté. Il est allé faire un tour à Élections Canada. Il a vu les boîtes, les panneaux. On achète des milliers de pièces d'équipement pour construire une nouvelle infrastructure COVID pour les élections éventuelles. Et là, on a posé la question à Dr Arruda. Voulez-vous être consulté? Regardez sa réponse. Quand on parle d'élections, je pense que c'est quelque part en octobre, je me rappelle bien au fédéral, là. Ça pourrait être juin. Là. Juin? Ça pourrait. Non, mais écoutez, comme je vous dis, on fera l'analyse, puis on appliquera les mêmes principes qu'on applique dans toutes sortes d'autres éléments de rassemblement. Vous attendez, Dr Arruda, à être consulté par Élections Canada? C'est clair que, compte tenu que ça se passe sur notre territoire et que ça concerne notre population, on va demander à ce que ça nous soit soumis, c'est clair. Michel Sauger, est-ce que Dr Arruda va être consulté par Élections Canada? Ben, peut-être qu'on fera une réunion des directeurs de santé publique des provinces, mais il ne sera pas consulté par le premier ministre s'il veut déclencher une élection, par exemple. Ça, je peux vous dire ça. Mais c'est un risque énorme pour M. Trudeau. 2 mots là-dessus, terre neuve. On va avoir les résultats samedi, ça a l'air d'une élection qui a eu lieu il y a plus d'un mois. Il y a tellement de choses qui peuvent mal aller dans une pandémie à faire une élection fédérale que je pense que c'est la chose qui va le plus le retenir.
d'en faire une. Et effectivement, il faudrait que les santé publique dans les provinces soient consultées, ou ne serait-ce que pour le déroulement du scrutin. En plus de ça, c'est des personnes âgées, normalement, qui travaillent dans les bureaux de scrutin comme greffiers, etc. Là, ils seront peut-être pas mal moins intéressés d'aller passer la journée dans un bureau de scrutin. Mais Michel David, on voit, puis Louis nous a à peine levé le voile, mais on aura ce reportage complet plus tard. On voit qu'on se prépare quand même très sérieusement à cette possibilité-là. On n'a pas le choix. Vous allez me dire, chez Élections Canada, si le bateau part, il faut qu'on soit prêt. Avez-vous l'impression que c'est un obstacle énorme dans la tête de M. Trudeau de se dire est-ce que si je déclenche ça, je vais être pris avec un ressac qui va me suivre toute la campagne? Non, je ne pense pas que ce soit un gros obstacle dans l'esprit de M. Trudeau. Le Dr Arruda n'a pas été très attentif au cours des dernières semaines pour avoir encore en tête octobre. Je pense que depuis un bon moment, on sent que M. Trudeau piaffe d'impatience et je vous dirais que le Congrès conservateur de la fin de semaine dernière ne l'a certainement pas découragé dans son envie d'aller en élection. Non, je pense que M. Trudeau, le scénario dont on parle depuis plusieurs semaines, je pense, va se matérialiser, c'est-à-dire que le 19 avril, Mme Freeland va déposer son budget et il va servir de base à la plateforme électorale du Parti libéral. Il y a un risque, c'est certain, mais c'est un risque qui est quand même relativement calculé. Je vous dirais, on ne sait pas quelle sera la situation en juin, mais si tout se déroule comme tout le monde le dit, que tout le monde à peu près est vacciné, en tout cas une première dose d'ici la fin juin, disons que ça risque d'être moins mal que ça a été à Terre-Neuve. Oui, beaucoup plus qu'à Terre-Neuve. Oui, plus qu'à Terre-Neuve. Martine, hier, on ne pouvait pas s'empêcher de voir le contexte d'une élection qui s'en vient dans les annonces. Bon, d'abord, M. Legault, c'est une promesse électorale, vous en parliez hier, Internet haute vitesse. M. Legault, M. Trudeau, M. Legault, la bonne entente. On ne pouvait pas s'empêcher d'y voir un élément électoral quand même. Oui, bien, on sent là, que c'est la machine s'ouvre, là, qu'on gagne du temps, effectivement, pour s'assurer que les gens soient le plus vaccinés possible. Et d'ailleurs, juste au point de presse de M. Legault aujourd'hui, on sentait quand même une certaine confiance à l'avenir. On s'attendait. Nous, on regardait les chiffres, on disait que c'est un peu plus inquiétant, mais il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif avec le vaccin, c'est de vacciner en priorité les plus vulnérables et c'est d'éviter les décès et les hospitalisations. C'est peut-être que des gens vont attraper la COVID, seront malades un peu, mais la pression va baisser sérieusement parce que rendu à la mi-avril, fin avril, les plus vulnérables devraient être pas mal vaccinés, là. Alors, ça va ouvrir des possibilités pour M. Trudeau. Tour de table, j'ai le temps et c'est rare, je vais en profiter. Tour de table sur justement la vaccination. On a l'impression que ce qui risque de manquer, c'est pas tellement des doses d'ici quelques semaines, elles commencent à s'accumuler, mais c'est des bras dans la mesure où il y a des gens qui sont plus jeunes, qui n'ont peut-être pas nécessairement envie. J'entendais ce matin, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais j'entendais que dans certains centres, le soir, il restait des doses parce que tous les gens s'étaient pas présentés. Michel Sauger, est-ce qu'il n'y aura pas une campagne bientôt pour dire « allez-y » Bien, il va falloir convaincre des gens qui, même dans le réseau de la santé, on a vu les chiffres là, de gens qui disent « moi, je ne veux pas me faire vacciner ». C'est sûr qu'il va falloir faire une campagne comme ça. Puis plus les gens sont jeunes, moins d'emblée, ils vont se faire vacciner. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse campagne pour convaincre les 60 ans et plus. Là. Mais ça risque pour les plus jeunes de se faire. Il faudra voir quelle est l'évolution de la maladie aussi. Si on est obligé de reconfiner ou de ramener en zone rouge certaines des régions qui sont en zone orange actuellement, ça va être une grosse publicité. C'est faux. Michel David, rapidement là-dessus. Oui, mais je pense qu'il y a diverses façons là, dont on pourrait procéder pour amener les plus jeunes à suivre le mouvement. Par exemple, les entreprises pourraient dire, bon, mais nous, on vaccine nos employés et leurs familles. Et à partir de ce moment-là, il y aurait déjà, disons, les trois quarts, je vous dirais, des enfants au moins suivraient. Alors, c'est pas impossible. Moi, ça me paraît pas être un danger très grand de l'idée que les jeunes ne voudront pas se faire. Il y aura toujours, bon, un quart peut-être de la population qui ne sera pas vaccinée, mais
honnêtement, je pense que l'objectif est tout à fait atteignable. Et M. Legault, rapidement, Martine, c'est vendredi. Oui. Il va y avoir des caméras là. C'est son tour. Il a insisté pour dire qu'il ne coupait pas la file. Alors, il a pris son rendez-vous. Vendredi, on va tous regarder M. Legault se faire vacciner. Merci à vous trois. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.